En termes de marketing, on essaye d'avoir une vision tout de suite globale. On essaye de tout de suite mettre nos communications à jour en français, en anglais, de faire des photos qui parlent aux gens, quel que soit le lieu dans lequel on va exporter, parce que nos communications, par exemple pour le Japon, ne sont pas forcément orientées de la même manière que celles orientées pour les États-Unis ou celles orientées pour le local. En termes de marketing, ça représente quand même beaucoup de travail puisqu'il y a beaucoup de travail de traduction, de mise en page. Donc on essaye de mettre en avant nos produits sans délaisser les gens en local, sans délaisser les gens à l'étranger, toujours à penser globalement. Et ça, on le fait depuis le début, ça nous a beaucoup aidé. Si nous avions pensé trop local dès le départ, on se serait forcément coupé des portes à l'étranger. On a commencé à écrire un blog dans les deux langues alors que notre auditoire est en grande majorité francophone. Cependant, le fait de l'avoir écrit par exemple en anglais nous a permis d'avoir accès à des revendeurs étrangers assez rapidement. Aussi sur Instagram ou sur Facebook, on tente aussi d'écrire tout dans les deux langues. Nos catalogues aussi sont traduits dans plusieurs langues. La qualité de la traduction est importante. C'est sûr qu'on peut faire les traductions nous-mêmes, mais il est vraiment recommandé dans le but de paraître plus professionnel, de faire appel à des traducteurs spécialisés ou même à des gens vraiment bilingues pour repasser à travers toutes vos communications et ainsi avoir l'air plus professionnel, quel que soit le marché que vous essayez de joindre. Les moyens d'exporter ne sont pas forcément réduits juste aux salons. Il y a effectivement les salons qui existent, les salons ce qu'on appelle B2B, les salons qui sont destinés donc aux professionnels. Il y a les salons B2C qui sont destinés aux consommateurs directs. Mais il y a plein d'autres manières d'exporter. Il existe aussi les revendeurs qui sont des boutiques par exemple qui sont prêtes à vendre vos produits. Il y a des représentants. Donc ça, ce sont des gens qui prennent des échantillons de vos produits et puis qui font eux-mêmes la démarche d'aller voir des revendeurs dans leur zone géographique en échange d'un pourcentage qui tourne autour environ de 10 à 15%. Un autre moyen d'exportation, c'est votre site web évidemment, mais aussi les plateformes en ligne. Il y a aussi la possibilité de faire des pop-up, par exemple un espace dans une boutique, une galerie, un lieu d'événement. Vous pouvez louer cet espace pour pouvoir proposer vos produits pendant une journée, une soirée, une semaine. Peut-être commencer par la vente en ligne, c'est la meilleure solution souvent. Ensuite, faire les salons, puis ensuite regarder les autres options. Il faut savoir exactement les questions qu'on va vous poser. On va vous faire preuve d'interrogation concernant notamment les frais d'importation, qui doit les payer, combien ça va coûter. Il faut aussi bien préparer sa politique de prix pour rassurer les gens à l'extérieur. Il faut parfois participer à 2-3 éditions d'un salon ou d'un marché consécutivement pour que ça fonctionne. C'est le cas notamment avec les États-Unis. Il faut que vous y alliez au moins 2-3 fois pour qu'ils se souviennent de vous. Il faut que vous fassiez un très bon suivi, qu'ils sentent que vous êtes proche malgré le fait que vous soyez loin. Avec les États-Unis, ça se passe comme ça. Avec l'Europe, la compétition est très rude. Les coûts sont extrêmement élevés. C'est encore différent pour l'Asie. Ils ont besoin de vous connaître encore plus. Il arrive parfois que vous ayez à faire vos preuves pendant 5 à 10 ans. L'idéal, c'est de travailler dans un premier temps avec le local, puis d'aller à travers le Canada ensuite, puis ensuite avec les États-Unis, dont les cultures sont plus proches avant de se lancer sur les marchés européens ou asiatiques. Une des clés du succès, c'est vraiment de noter absolument tout ce qu'on fait, noter toutes les dépenses. L'idéal, c'est d'avoir un grand tableau qui passe en revue votre année. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on indique dans les lignes chaque dépense séparée, le prix d'un espace pour un salon, le prix de l'électricité, le prix des transports, etc. Et puis en dessous, vous mettez tous les revenus qui sont associés à chaque événement, jour après jour. Ça vous permet, colonne après colonne, c'est-à-dire événement par événement, d'avoir une vision globale sur vos prévisions de l'année pour que l'année suivante, vous puissiez dupliquer ce tableau. Vous allez vous rendre compte que selon le type d'événement, vous allez voir un montant de revenus quotidien. Ce montant va vous servir à déterminer les événements qui pourront éventuellement être rentables pour vous. À savoir que si vous voyez que vous faites par exemple 500 $ de vente quotidiennement sur un certain type d'événement qui dure un certain nombre de jours dans un certain contexte, eh bien vous pouvez tout simplement aller chercher des événements similaires partout et puis baser vos prévisions sur le fait que vous allez gagner
environ 500 $. On arrive à déterminer le prix de vente de nos produits en absorbant tous ces coûts. On arrive à déterminer combien aussi on va gagner en moyenne à chaque fois et puis à faire des prévisions d'année en année. Tout le contenu dont on vient de parler est disponible sur le site de Quartier Artisan. N'hésitez pas à aller voir ça. Ok, c'est parti. Oui, quand tu fais des trucs et tout, puis tu fermes la boîte et puis tu mets l'étiquette Los Angeles, ça, c'est comme... Je crois pas, tu sais. Ah, ça va? Il y a eu des... Ouais, les oreilles. Voilà, et puis quoi d'autre?